de démarrer. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Nous sommes heureux de vous retrouver sur un nouveau sujet de la reprise d'entreprises en difficulté à la barre du tribunal. Alors, ce webinaire fait suite à notre précédent webinaire du 26 mai qui était sur le traitement des difficultés économiques d'entreprise avec les différentes procédures. Et je vous rappelle qu'il est possible de le revisualiser. C'est en replay, le lien est sur LinkedIn. Avant de commencer également, je vous précise qu'il est possible de poser des questions par écrit. Vous avez une fenêtre sur la droite où il est noté questions. Vous pouvez donc poser vos questions, nous les verrons. On verra si on peut y répondre en live ou si on répond à la fin. Ça va dépendre un petit peu du temps et de la longueur de la réponse qui est à formuler. Mais voilà, nous sommes tous en connectés avec la vision des questions que vous pourrez poser. Il est également possible de partager des informations via la fenêtre chat, donc l'information publique. On prévoit une durée environ d'1 heure avec un temps pour les questions-réponses. Alors, qui sommes-nous? KPMG est un cabinet de conseil avec 600 professionnels, 17 bureaux en région Hauts-de-France. Nos principaux métiers sont l'audit, l'expertise comptable et le conseil spécialisé, département advisory. Et nous avons également le métier d'avocat avec KPMG Avocat. Vos intervenants ce matin, il y a moi-même, Christophe Nony, je suis expert comptable associé advisory, en charge de la prévention et de la restructuration d'entreprises en difficulté. Aurélie Salmon, avocate associée. Aurélie est spécialisée en droit des sociétés, droit commercial et droit des procédures collectives. Et notre invité, qui était déjà présent au précédent webinaire, Laurent Miquel, administrateur judiciaire, cabinet BMA. Laurent est associé avec Jean-Jacques Bondroit. Ils sont présents dans 5 villes de la région et ils interviennent quasiment dans tous les tribunaux de la région Hauts-de-France. Alors pourquoi ce thème? Avec la crise sanitaire sans précédent, beaucoup d'entreprises ont été fragilisées avec une baisse brutale d'activité et il faut s'attendre malheureusement à ce qu'un certain nombre ne puissent pas se redresser. Le tribunal n'aura pas d'autre choix que de rechercher un repreneur pour assurer le maintien de l'activité et préserver un maximum d'emplois. À travers notre exposé, nous essaierons de vous apporter un éclairage sur comment identifier la bonne cible et nous verrons également quels sont les avantages et les inconvénients d'un rachat d'entreprise en difficulté à la barre par rapport à une entreprise saine, comment préparer son offre de reprise et comment le tribunal prend-il sa décision. Alors tout d'abord, en introduction, quels sont les avantages d'un rachat d'une entreprise en difficulté par rapport à une entreprise saine? Ce que l'on constate généralement, c'est quand même que le prix est généralement pas très élevé. On est en dessous d'un prix qu'on pourrait avoir sur le rachat d'une entreprise in bonis. Le gros avantage également, c'est qu'on ne reprend pas le passif. On peut également sélectionner le personnel que l'on souhaite reprendre. C'est pour ça qu'on vous parle de reprise partielle. On choisit également les actifs que l'on souhaite reprendre. Le stock est généralement repris avec des décotes. Et disons que cette reprise vous permet d'adapter la structure de coût à l'activité que vous souhaitez reprendre. Pas de plan de licenciement à payer puisque le personnel qui n'est pas repris sera licencié dans la structure, dans l'ancienne structure, celle qui fait l'objet de la cession. Généralement aussi, le repreneur a une image un peu de sauveur par les salariés parce qu'ils ont été bien chahutés avec le dépôt de bilan, les difficultés rencontrées. Les clients également sont inquiets et le fait d'avoir comme ça un repreneur, les salariés, les clients sont vraiment reconnaissants et rassurés de voir un repreneur qui reprend l'activité. Voilà les principaux avantages. Aurélie, tu peux nous exposer les inconvénients qu'on peut avoir en contrepartie? Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, Christophe vous a exposé un certain nombre d'avantages. Il ne faut pas oublier non plus qu'il existe également des inconvénients. Le premier d'entre eux, c'est bien évidemment un certain besoin de recapitalisation ou d'apport de fonds dans le temps, puisque précisément si l'entreprise a connu des difficultés, c'est qu'elle n'a peut-être pas bénéficié des résultats qui lui permettaient d'assurer les investissements nécessaires ou que la stratégie est à revoir, en tout cas qu'il faut prévoir de pouvoir investir et qu'on n'a pas la trésorerie nécessaire et suffisante.
On a également mécaniquement une augmentation du besoin en fonds de roulement puisque les fournisseurs ne vont pas vous faire crédit. Sur l'aspect également plus juridique, le fait de reprendre une entreprise en difficulté à la barre du tribunal, ça va imposer également un certain nombre de contraintes, au nombre desquelles le fait qu'il faut se décider très rapidement, en 2 à 4 mois, qu'on a peu d'éléments, c'est-à-dire que vous allez pouvoir disposer des éléments qui auront été communiqués par les organes de la procédure, éventuellement de quelques éléments complémentaires, mais on a mécaniquement moins d'éléments que quand on reprend une entreprise in bonis et qu'on peut évidemment faire toutes les due deals souhaitées et poser toutes les questions souhaitées sur un processus long. Vous n'avez pas non plus de garantie, alors pas de garantie d'actifs et de passifs, mais pas de garantie de manière générale et quel que soit le passif ou la consistance des actifs. Vous avez également une nécessité. Alors effectivement, les équipes peuvent considérer que le repreneur est un peu un sauveur, mais il faut également les redynamiser. Et ce sont notamment des choses qu'on a vues dans la région sur des faillites à répétition, avec une certaine lassitude en fait des salariés et des équipes au bout de la 2e ou de la 3e reprise. Leurs créances antérieures n'auront pas été réglées et nécessairement ils verront peut-être l'entreprise d'un mauvais œil. Voilà. Et puis évidemment sur les plus belles pépites, vous avez une certaine concurrence qui nécessite parfois d'augmenter très sérieusement son prix et peut-être au-delà de ce qui serait raisonnable pour l'entreprise. Alors, où peut-on trouver les informations sur les entreprises à céder? Alors, bonjour à tous. Effectivement, Aurélie, où trouver finalement les entreprises qui sont à céder? Donc, il y a plusieurs liens d'information qui sont possibles. En guise d'introduction, vous avez d'abord les sites internet de la profession des administrateurs et mandataires judiciaires. Donc, vous avez le lien ici qui est vente-actif.cnmjmj.fr. C'est un site internet donc de la profession d'administrateurs et mandataires judiciaires et qui est géré par elle-même via le Conseil national des administrateurs. Il y a également un site qui n'est pas inscrit sur ce PowerPoint, c'est le site de la profession d'administrateur judiciaire, qui est l'ASPAGE, l'Association syndicale de la profession d'administrateur judiciaire, et qui recense également nombre d'entreprises en CD. Point particulier, ces deux sites sont exclusivement réservés aux entreprises à céder dans le cadre de procédures de redressement judiciaire. Ensuite, l'administrateur judiciaire, de par la loi, doit assurer une publicité, dont d'ailleurs la publicité par voie de presse est définie par le juge commissaire. Ce qui veut dire que tout simplement, l'administrateur judiciaire, quand il lance un appel d'offres, et moi-même, qualité dans la région, nous publions systématiquement tous les appels d'offres dans la Gazette, et pour les dossiers d'un peu plus grande importance, il y aura publication dans les Échos, voire dans des sites, dans des journaux spécialisés pour tel ou tel type d'activité, par exemple le journal du textile ou le Moniteur. Il y a également le dernier vecteur de publicité de l'offre, puisque le rôle de l'administrateur, c'est bien de rechercher une publicité la plus large possible pour susciter des offres de reprise. Et ensuite, il y a effectivement ce que je vais appeler le carnet d'adresse de l'étude, mais qui est en fait une mailing list de la plus large possible des experts comptables et avocats de la région, voire de France, pour, encore une fois, susciter une offre de reprise. Alors, je vais peut-être passer la parole. Ouais. Alors, petite précision, est-ce que tu peux nous rappeler, Laurent, lorsque l'on voit comme ça une annonce d'une entreprise qui est en plan de cession, comment on fait? À qui on doit écrire? Qu'est-ce qu'il faut communiquer pour avoir accès aux informations? Alors, le process est assez simple. Dans toutes les annonces, il y a les contacts de l'administrateur judiciaire en charge ou de son collaborateur. Maintenant, c'est tout simplement un email. Un email doit donc être adressé où il sera retourné un engagement de confidentialité, une demande de pièces. Donc, rédaction. Il faudra compléter un engagement de confidentialité, joindre si on est une personne morale ses 3 derniers bilans et son cabis, ou alors un CV si on est une personne physique pour avoir accès à la data room ou dossier de présentation. C'est-à-dire l'ensemble des pièces qui seront anonymisées, pour pouvoir donc accéder à la documentation de cette entreprise et formuler une offre de reprise dans une date limite de dépôt des offres ou DLDO qui sera fixée par l'administrateur judiciaire. Merci Laurent. Alors maintenant nous allons parler de l'offre de reprise, comment la préparer. Alors il faut savoir qu'au cours des 10 dernières années, les procédures de redressement judiciaire ont abouti à un plan de continuation pour environ un tiers des cas. Et un tiers également en plan de cession. Alors ça concerne les entreprises quand même d'une certaine taille qui font plus de 5 millions de chiffre d'affaires
Si on regarde les TPE, on aura un ratio beaucoup plus faible en termes de plan de continuation. Vous comprendrez que l'idée, c'est vraiment de sauvegarder les emplois, et donc plus l'entreprise a des salariés, plus on va chercher à préserver les emplois. Environ donc 1000 repreneurs chaque année se positionnent en reprise d'entreprise. On vous a dit que ces reprises à la barre du tribunal avaient quand même l'avantage de reprendre une activité à moindre prix, sans avoir à supporter les dettes de l'entreprise. Mais attention, derrière cette apparente bonne affaire, c'est quand même une opération complexe qui nécessite une analyse dans un timing très très court. Généralement, on a 2-3 semaines devant nous, pas plus. Donc, il faut bien s'organiser. Nous allons vous donner quelques pistes à suivre dans ce cas-là. Alors, un petit rappel quand même. Aujourd'hui, un repreneur dispose de 2 modes de reprise à la barre du tribunal. Le premier cas, c'est le plan de cession avec appel d'offres, méthode qui est la plus répandue, où là, le repreneur va pouvoir faire une offre de reprise en sélectionnant les actifs, les contrats de travail avec les salariés qu'il va reprendre sans le passif et pour un prix déterminé. La deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle une reprise par voie interne. En fin de compte, le repreneur va se substituer à l'actionnaire puisqu'il va proposer de racheter les droits sociaux de la société et il va mettre lui-même en place un plan de continuation qui va inclure le remboursement du passif sur plusieurs années. Alors, avantages et inconvénients de la solution de la reprise par voie interne. C'est sûr que quand vous reprenez la société dans sa globalité avec l'ensemble du passif, du coup, le rachat des titres va se faire sur une valeur très très faible. On parle souvent de l'euro symbolique parce que vous reprenez l'ensemble des dettes. Le gros avantage, c'est que vous n'avez pas de concurrent. Vous êtes le seul à vous positionner sur cette offre de reprise. Vous allez également récupérer les déficits fiscaux avec donc des futures économies d'impôts. Et vous allez récupérer une solution de financement puisque l'ensemble du passif sera remboursé sur une période qui peut aller jusqu'à 10 ans et même si vous pouviez rembourser un peu plus tôt, vous pourriez demander des remises auprès des créanciers. Inconvénient, c'est que le repreneur reprend l'ensemble des engagements de la société et donc tous les risques inhérents, à savoir les contentieux qui pourraient être en cours, les dettes de la société, les frais de restructuration, les frais liés à la procédure collective. Et puis, le repreneur va hériter d'une image de marque dégradée puisque la société est marquée au niveau du CABIS comme entreprise ayant eu un dépôt de bilan, un redressement judiciaire. Et donc, vous allez avoir, je dirais, vous allez traîner pendant quelques années cette étiquette de société en difficulté qui a connu un dépôt de bilan. Et ça peut être préjudiciable dans le cas de demande de nouvelles lignes de financement. Alors, comme cette deuxième solution que je viens de vous présenter est quand même plus risquée et peu courante, on va essentiellement vous présenter donc la première solution, le plan de cession par appel d'offres avec reprise totalité ou partielle des actifs des salariés sans la reprise des dettes. Alors, il existe une particularité, la cession pré-PAC, et là, je vais laisser le professionnel en parler. Laurent, tu peux nous en dire un mot? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, il existe la cession pré-PAC. Qu'est-ce que c'est en quelques mots? Pour ceux qui ont suivi notre webinaire d'il y a 2 semaines, vous vous rappelez qu'il y avait des procédures amiables et des procédures collectives. La cession pré-PAC est finalement un pont entre les deux. C'est-à-dire qu'on va préparer dans une procédure amiable un mandat ad hoc ou une conciliation, donc de manière tout à fait confidentielle, la recherche de repreneurs en vue d'une cession très rapide en procédure collective, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. Ce qui veut dire que pendant la procédure amiable, on va rechercher le repreneur, on va tout prépaquer, comme son nom l'indique, et le redressement judiciaire, au lieu de durer 2 voire 3 mois pour mettre en œuvre une solution de cession, ne pourra durer que de 2 à 3 semaines, le temps de convoquer les co-contractants et permettre l'examen du plan de cession par le tribunal. Alors, il y a quelques garde-fous, bien évidemment, à l'ouverture du redressement judiciaire suite
à une mesure de conciliation en vue d'un prépack, le tribunal vérifiera que des mesures de publicité assez larges ont été réalisées dans la phase amiable pour permettre l'effectivité du prépack session. Donc c'est une procédure qui doit rester exceptionnelle, mais qui a, il est vrai, le vent en poupe, puisque finalement, l'impact au redressement judiciaire, et on sait l'impact assez négatif que cette procédure peut avoir sur le crédit commercial d'une société, est excessivement réduit dans ce cas de figure. Donc nous avons ensuite, sur le slide suivant, qui est un peu plus la norme, c'est-à-dire le plan de cession en redressement judiciaire. Donc finalement, comment cela se passe-t-il? En procédure collective, vous le savez, il y a donc ouverture d'un redressement judiciaire en vue de deux solutions, soit un plan de continuation, soit un plan de cession. Quand l'administrateur judiciaire, avec l'aide du représentant de la société, se rend compte que le plan de continuation n'est pas possible, ou alors si le dirigeant souhaite aller dès l'ouverture d'un redressement vers une solution de cession, l'administrateur judiciaire, et c'est un de ses pouvoirs propres, lance un appel d'offres. Comme je vous le disais tout à l'heure, il lance un appel d'offres de cession publique, publicité dans le voie de presse, et fixe une date limite de dépôt des offres. Comme il est indiqué là dans le slide qui est sous vos yeux, les offres seront examinées par le tribunal et la cession de l'entreprise, c'est très important, a pour but d'assurer, dans cet ordre, le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome de tout ou partie de l'emploi et d'apurer le passif. Et c'est bien là les trois grands critères d'examen de ces offres. L'activité, petit 1, l'activité peut-elle être maintenue? Petit 2, combien d'emplois seront sauvegardés? Et petit 3, comment le passif antérieur à l'ouverture de la procédure collective sera apuré? En pratique, mais on y reviendra, il s'agit effectivement d'un processus qui est organisé par l'administrateur judiciaire, une date limite de dépôt des offres qui sont donc récoltées dans le délai, et ensuite, en fonction de la concurrence, c'est-à-dire une ou plusieurs offres, effectivement, il peut y avoir un deuxième tour qui est organisé, puisque l'administrateur judiciaire enverra à chacun des proposants un tableau comparatif anonyme des offres réceptionnées, et tout ça, effectivement, pour susciter une concurrence. Étant précisé que les offres peuvent être améliorées, et ça c'est le code de commerce qui le dit, jusqu'à 2 jours ouvrés avant l'audience d'examen des offres devant le tribunal. Et la dernière précision, effectivement, c'est que la cession en redressement judiciaire sous l'égide d'un administrateur judiciaire, il s'agit bien ici de cession de branche autonome d'activité. Le texte dit clairement qu'il s'agit de cession d'entreprise. Une entreprise, c'est une activité. C'est un fonds, c'est des salariés, et c'est une entreprise qui tourne. Nous ne sommes pas dans le cadre de cession d'actifs isolés, puisque là, effectivement, la cession d'actifs isolés intervient dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Alors, effectivement, comme vous l'indiquait Laurent Miquel, le périmètre de la reprise, il va porter nécessairement sur une branche d'activité, mais il peut être tout à fait variable. Et ça fait justement partie de ce qu'il est important de préparer dans l'offre de reprise, puisque si l'offre peut être améliorée jusqu'à 2 jours avant que le tribunal ne statue, pour autant, l'offre lie définitivement l'offreur. Donc, si vous déposez une offre, vous pourrez l'améliorer, vous ne pouvez en revanche pas la retirer ni vous en dédire. Donc, bien évidemment, ça nécessite de préparer assez finement son offre de reprise. Et la première chose à faire, c'est de déterminer très exactement ce qu'il est intéressant pour votre entreprise de reprendre. On n'est pas dans le cadre de la reprise des titres de la société ou dans laquelle on reprend vraiment toute l'activité. Là, on va pouvoir délimiter, est-ce qu'on reprend tout ou partie du fonds de commerce, notamment s'il y a des autorisations stratégiques ou des contrats clients ou des contrats fournisseurs attachés. À ce titre, très régulièrement, vous pourrez voir dans des contrats, alors que ce soit dans des baux commerciaux, dans des conventions diverses et variées, que en cas d'inexécution ou en cas de liquidation judiciaire ou en cas de redressement judiciaire dans l'entreprise, le présent contrat se trouvera immédiatement résilié de plein droit. Alors, toutes ces clauses sont nulles, de nul effet et réputées non écrites. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ça. Si vous avez une entreprise qui est titulaire d'un contrat fournisseur, d'une autorisation particulière, etc., vous pouvez faire une offre de reprise de cette autorisation, même si le contrat en question comprend une clause de résiliation en cas de procédure collective. Vous allez également pouvoir étudier la reprise de tout ou partie des immobilisations incorporelles, corporelles ou financières, de tout ou partie des stocks. Donc à ce titre, on en reparlera également dans les points d'attention.
Mais qui dit stock dit nécessairement stock appartenant à l'entreprise, ou s'ils n'appartiennent pas à l'entreprise, c'est qu'ils sont grevés, le cas échéant, d'un gage, d'une garantie ou d'une clause de réserve de propriété. Ça fera partie des points d'attention. Et enfin, vous allez pouvoir reprendre tout ou partie des contrats de travail. Donc ça, c'est le fameux ancien article L122.12 devenu L1224-1 du Code du travail. Étant précisé également que si tous les salariés ne sont pas repris, vous allez devoir lister dans votre offre les catégories en fait de salariés. Donc je vais reprendre 3 agents de maîtrise ou 2 commerciaux ou 4 employés, etc. Et après, pour les contrats de travail qui ne sont pas repris, tout le mécanisme de licenciement, donc établissement de la liste des critères légaux, organisation et financement du licenciement, sont pris en charge par le mandataire judiciaire. Donc ça, ce sont les premiers points déterminés sur la préparation de l'offre de reprise. On a vu ce qu'on pouvait reprendre. En revanche, on peut également, et on va également nécessairement, puisqu'on est sur une reprise d'activité, exclure un certain nombre d'éléments, au nombre desquels, évidemment, les titres de la société en redressement judiciaire. Comme vous reprenez le fonds de commerce, mais vous ne reprenez pas les titres, vous n'êtes pas non plus tenu par le passif antérieur ou le passif qui serait né pendant la période d'observation. Attention toutefois, c'est pour le coup une législation qui résulte de la région des Hauts-de-France, puisque c'est la suite du dossier Métal Europe. Vous allez nécessairement vous retrouver avec la charge des passifs environnementaux latents, c'est-à-dire que le coût et la charge de la dépollution appartiennent au dernier exploitant. Même si à la reprise, vous faites un audit environnemental qui révèle que le terrain était totalement pollué et que par la suite, vous êtes le dernier exploitant, vous en aurez la charge. Les déficits reportables, donc contrairement à ce qui est possible en cas de reprise des titres de la société, les déficits reportables là ne peuvent pas être repris. J'allais dire, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et de la même manière, tout le poste client, les éventuels crédits divers, crédits TVA, solde bancaire, valeur mobilière de placement, vont faire partie des actifs qui reviendront à la procédure. Voilà sur les points juridiques principaux. Il y a un certain nombre de clés de succès pour reprendre une entreprise à la barre du tribunal. Christophe? Oui, merci Aurélie. Alors, on a vu qu'il y avait un timing très court et l'opération reste quand même complexe puisqu'il y a des aspects juridiques, financiers, comptables, commerciaux, stratégiques. Tout ça, c'est à étudier en minimum de temps. Donc, ce que l'on conseille, c'est de constituer une équipe interne avec les différents spécialistes, un responsable commercial, un gars qui va regarder les études techniques, le directeur financier. Vous pouvez également vous faire accompagner par des professionnels spécialisés parce que vous avez très peu de temps et donc plus vous serez en mesure d'analyser un maximum de choses en minimum de temps, je dirais, vous risquez comme ça ainsi des mauvaises surprises. Le cas classique, c'est que vous pouvez avoir dans le fichier client des très belles références de clients. Et puis, lorsque vous analysez un petit peu plus en détail les différentes opérations des derniers mois, vous voyez que finalement, ces clients-là ne sont plus actifs. Ils sont déjà partis à la concurrence. Et donc, ce sont des clients qu'il faudra reconquérir. Deuxième étape, c'est quand même avoir une bonne connaissance du secteur d'activité. Il faut comprendre pourquoi l'entreprise a connu des difficultés. Alors, ça peut être de différentes causes. Hein. Ça peut être une mauvaise orientation stratégique, une société qui n'avait pas une structure financière suffisamment adaptée, un système de gestion interne qui ne permet pas d'avoir une bonne maîtrise des coûts, d'avoir des tarifications qui ne sont pas bien établies, une désorganisation, une mauvaise gestion, un système informatique qui était défaillant. Voilà, vous pouvez avoir énormément de causes et si vous n'avez pas identifié les causes qui ont amené l'entreprise à avoir la difficulté, vous allez reprendre les difficultés et comme vous savez, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc, il faut impérativement comprendre ce qui s'est passé et surtout avoir en tête une stratégie, un plan de reprise avec des solutions pour éviter de rencontrer à nouveau les mêmes problèmes. Alors, on vous dit que du coup, vous allez formuler une offre de reprise. Il va falloir déterminer un prix, expliquer ce prix, expliquer votre projet d'entreprise et faire des projections financières.
il faudra quand même que les projections financières soient en adéquation avec le prix. Si vous proposez 1 euro alors que vous présentez un prévisionnel qui présente des très beaux résultats dès la première année, on va vous dire au tribunal que vous n'êtes pas cohérent. Ce qu'on conseille également, c'est de faire un audit juridique. Il y a énormément de contrats à passer en revue. Il faut voir quels sont les contrats qu'on souhaite reprendre. Et là, Aurélie, je pense que va nous en reparler par la suite. On a peu de temps, donc il faut se répartir les tâches et il faut déjà regarder tout ce qui est dans la data room. Souvent, il y a pas mal d'informations. Et l'idéalement aussi, c'est d'avoir un contact sur place dans l'entreprise avec le dirigeant, ses services financiers, afin de récupérer un maximum de données pour pouvoir notamment faire ses projections financières. Dans la phase d'audit, je vous disais, donc il y a des contrats, des baux commerciaux, il faut regarder les conditions, faut-il leur prendre. Contrat de distribution, attention, si vous travaillez avec la grande distribution, j'ai déjà eu le cas où les clients avaient demandé à ce que les remises de fin d'année soient recalculées sur le chiffre d'affaires de l'année civile, alors que la reprise était intervenue en fin d'année. Donc ça, c'est une sorte de passif caché que vous allez récupérer, il faut en avoir connaissance. Et il faut savoir que les contrats, vous les reprenez dans l'état tel qu'ils ont été signés par la société. C'est-à-dire que parfois, il vaut peut-être mieux de ne pas reprendre le contrat et en faire un nouveau que de reprendre tel quel. Possibilité, par exemple, de renégocier avec le bailleur une promesse de bail avec des nouvelles conditions. Identifier tous les passifs invisibles, on en a parlé, comprendre l'origine des difficultés, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien dans la société, et puis avoir un véritable état des lieux commercial avec l'état des clients et des fournisseurs et ceux qui ont été perdus. Définir tous les actifs stratégiques qu'il faut reprendre. Attention, souvent on oublie, il peut arriver qu'on oublie les droits de propriété intellectuelle, les marques, les brevets. Ça, ce sont des actifs incorporels qui sont quand même stratégiques, puisque si vous ne récupérez pas la marque ou le brevet, vous n'allez pas pouvoir reprendre la société dans de bonnes conditions, reprendre l'activité dans de bonnes conditions. Également, pensez à tout ce qui est site internet, les droits les référencements, le nom du site. Récupérez également peut-être aussi les lignes de téléphone pour le grand public, parce que c'est par là que les clients connaissent l'entreprise. C'est important du coup de garder ce numéro pour garder le lien avec les clients. Alors Aurélie, tu peux nous donner quelques exemples de risques à identifier, et là je fais appel à la spécialiste juriste. Alors, en complément effectivement des éléments qui ont d'ores et déjà été évoqués par Christophe, alors on a d'ores et déjà évoqué le risque environnemental tout à l'heure. Au-delà de ça, votre attention, elle va se porter également nécessairement sur les matériels, outillages, biens divers et variés, qui peuvent notamment faire l'objet soit d'un financement, soit de clauses de réserve de propriété. Puisque précisément, l'application de la clause de réserve de propriété, c'est que la vente est certes parfaite, mais que pour autant, le bien reste la propriété du vendeur tant que le prix n'est pas complètement et parfaitement payé. Dès lors, si vous avez des arriérés sur le paiement d'une marchandise ou d'un bien, par exemple en crédit bail ou autre, il va falloir je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon, voilà, pardon. A priori, on avait un petit problème technique, donc pardon. Sur les crédits baux, donc effectivement, si vous avez des arriérés de loyer, il va falloir pouvoir interroger le crédit bailleur pour savoir exactement quel est le montant de ces arriérés. Est-ce que vous arrivez à renégocier éventuellement un rééchelonnement de la dette de loyer et dans quelles conditions vous serez en mesure ou pas de pouvoir lever l'option d'achat et de devoir aussi parallèlement négocier un avenant à ce contrat de crédit bail. Il en est de même sur les biens et matériels qui font l'objet de clauses de réserve de propriété. On le voit aussi beaucoup en matière de logistique, puisque comme vous le savez, le transporteur dispose également d'un droit de rétention sur les marchandises pour des transports qui sont demeurés impayés. Il va falloir pouvoir lever, le cas échéant, ce droit de rétention sur les stocks qui sont restés chez l'entrepositaire. Et pour ça, négocier la prise en charge d'une partie de sa créance.
Donc voilà. Attention également aux contrats qui contiendraient des clauses peut-être un petit peu exorbitantes de droit commun ou des garanties très particulières ou qui seraient conclues à des conditions également étonnantes. Attention également aux contrats pour lesquels l'entreprise pour laquelle vous envisagez de formuler une offre serait co-contractant depuis très longtemps d'une autre partie ou représenterait une part très importante de son chiffre d'affaires. Puis dans ce cas-là, vous allez venir aux droits et obligations de l'entreprise défaillante et vous pourriez vous trouver éventuellement en difficulté, notamment si vous souhaitiez ensuite résilier, puisque tout le mécanisme relatif à la rupture brutale éventuelle de relations commerciales établies s'appliquerait. Donc ça, c'est sur l'aspect contractuel. On a également évidemment un aspect droit social qui est très important. Alors, c'est le slide suivant. Voilà, merci. Donc, il va falloir évidemment faire un audit approfondi, étant rappelé que dans les critères de choix qui vous ont été exposés tout à l'heure, le tribunal va regarder si l'offre permet d'assurer la continuité de l'activité de l'entreprise et de préserver un maximum d'emplois. Donc, évidemment, ce point-là doit être étudié avec une grande précision et une grande attention. Nécessairement, nous, on estime qu'il est indispensable que vous soyez en mesure, alors soit vous, soit vos conseils, d'échanger avec le dirigeant, avec le directeur des ressources humaines s'il y en a un, avec les institutions représentatives du personnel, pour identifier éventuellement des risques. Alors, soit des risques de départ d'hommes clés, soit un risque de démobilisation ou de démotivation des équipes, soit potentiellement un climat social très dégradé dans l'entreprise, parce que je rappelle qu'une fois le fonds de commerce intégré à votre entreprise, vos salariés vont être intégrés à votre entreprise, vont bénéficier des mêmes droits et des mêmes obligations et il peut y avoir un effet de contamination si l'ambiance est très mauvaise, assez redoutable au sein de votre entreprise. Donc voilà, sur ces éléments, il y a évidemment un audit social important à faire et au plus vite. Une fois qu'on a établi en fait la stratégie de ce qu'on voulait reprendre, qu'on a défini le périmètre de ce qu'on avait envie de reprendre, qu'on a audité les principaux risques, on doit passer à l'étape suivante, même si ça se fait dans un délai très court, qui est celle de la rédaction de l'offre. Oui, merci Aurélie. Donc effectivement, la rédaction de l'offre, comme vous le savez, l'administrateur judiciaire que je suis va intervenir en aval de ce process. Il n'aide évidemment pas à la rédaction de l'offre, il les reçoit pour les mettre en concurrence. Ce que je vais simplement indiquer, et c'est pour ça que je voulais intervenir sur ce slide, c'est le côté assez très important de la présentation du repreneur et de sa stratégie. Pourquoi? Parce que Aurélie vous l'a rappelé, il y a 3 critères pour mettre en concurrence ces offres et pour que le tribunal choisisse. Et le premier, c'est quand même le sérieux du repreneur et sa capacité à pérenniser une activité. Donc, il est évident que c'est impératif de bien présenter le repreneur, présenter son projet et sa stratégie, savoir-faire, réseau, tout ce qui est indiqué sur ce slide, et surtout démontrer qu'il dispose de la ressource financière suffisante pour faire perdurer cette activité. Et quand on parle de ressources financières, Christophe vous en parlera après, on parle bien un financement du prix de cession, mais évidemment financement du BFR post-reprise. Alors, pourquoi ce critère est important? Parce qu'il arrive, et je l'ai vu pas souvent, mais je le vois quand même dans ma carrière, c'est quand nous avons plusieurs offres sur des sociétés ou des activités qui intéressent le marché, et nous nous retrouvons avec des offres où finalement l'ensemble des salariés sont repris, les prix proposés sont pour le moins intéressants, et ce qui veut dire que finalement le tribunal va être amené à entendre plusieurs offreurs, et il faudra bien qu'il fasse un choix. Et ce choix sur la présentation du repreneur et sa stratégie prendra donc toute son importance. Donc, il est évident que ce critère ne doit pas être minimisé et qu'il est important qu'une offre soit bien étayée sur repreneur, stratégie et envie de faire, pour résumer. Donc, il y a aussi un point important, et là je pense que c'est Christophe qui va vous en parler, c'est le slide suivant, c'est les données financières. Merci Laurent. Oui, en effet, avec l'offre de reprise, on joint donc un prévisionnel d'exploitation et de financement avec généralement une projection sur 3 ans, accompagné d'un plan de trésorerie. Il faut savoir qu'au tribunal, vous avez généralement des chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise à la retraite, des anciens directeurs financiers, des anciens experts comptables. Donc, ce sont des gens qui sont quand même très familiers avec les analyses financières. Et ils vont regarder la qualité du travail que vous allez présenter et voir, comme disait tout à l'heure Laurent, si vous avez prévu le financement du besoin en fonds de roulement, parce que vous allez redémarrer une activité,
Donc, il va falloir du financement lié au redémarrage de cette activité. Il y aura certainement peut-être aussi des investissements à prévoir. Et ce qui n'est pas incohérent, il faut être prudent. Moi, j'ai souvent des prévisionnels où la première année, je dégage une perte parce qu'on sait qu'il y a un temps de redémarrage qui est nécessaire. Et je dirais, le tribunal voit ça d'un bon oeil en disant, voilà une offre qui est prudente. On sait qu'ils ont prévu la première année une reprise progressive. Ils ne vont pas encore gagner de l'argent, mais par contre, ils ont prévu un financement suffisant je dirais, pour financer la perte de la première année, pour financer le besoin en fonds de roulement, financer les investissements qui sont nécessaires. Deuxième étape, le prix. Alors là, le prix, on vous disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de négociation, même si l'administrateur judiciaire fait souvent une offre en 2 temps, c'est-à-dire qu'il vous demande de faire votre offre et ensuite il vous adresse un tableau de comparaison des offres et vous demande si vous souhaitez améliorer votre offre. Il faut quand même être cohérent. Le prix que vous allez proposer, il doit quand même être en phase avec les prévisions d'activité. Je vous disais tout à l'heure, si vous présentez un prix très très faible et un prévisionnel qui affiche des résultats très importants dès la première année, on va vous dire que vous n'êtes pas cohérent. Le prix, c'est important, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important finalement. Quand on regarde comment ça se passe au tribunal, le tribunal va être très sensible sur les emplois qui vont être préservés et sur aussi le sérieux du repreneur avec sa solution de financement. Et le tribunal fait un calcul en économie globale de l'offre. C'est-à-dire qu'il va regarder les salariés que vous proposez, il va regarder le prix que vous proposez pour l'ensemble de la reprise et il va venir déduire finalement le coût de licenciement des salariés que vous n'allez pas reprendre, des indemnités éventuellement qui pourraient être vues sur des contrats en cours non repris. Et il va calculer du coup votre prix net des frais que ça va engendrer. Et c'est ça qui peut faire la différence, en sachant quand même qu'il y aura toujours une préférence pour l'offre qui permet le plus de reprises de salariés. Le tribunal est extrêmement attentif à préserver les emplois. J'ai déjà eu des cas d'offres avec des prix très élevés où il y avait très peu de reprises de personnel. Et c'est finalement l'offre au prix moins de 10 ans qui a remporté la reprise, l'offre, puisqu'elle proposait une reprise beaucoup plus importante des effectifs et du personnel. Alors, qu'est-ce qu'on va y mettre dans cette offre? Et là, il y a quelque chose de très normé, défini par la réglementation, et je pense que c'est Aurélie qui va nous dire, puisque généralement, il ne faut pas oublier que cette rédaction de l'offre, il vaut mieux la faire accompagnée d'un avocat, parce que voilà, il ne faut rien oublier, tout est important, et le fait d'avoir un avocat avec vous qui va vous aider à rédiger cette offre, ça va vous assurer de ne pas avoir de loupé. Merci Christophe. Alors effectivement, il y a un petit côté inventaire à la Prévert sur le prochain slide, puisque c'est le contenu d'une offre tel qu'il est normé par les dispositions de l'article L642-2 du Code de commerce. Le contenu de votre offre, il est important, on l'a déjà dit, parce qu'elle vous lie. Vous pouvez l'améliorer jusqu'à 2 jours avant, mais en tout cas, elle vous lie. Et également parce que si vous voulez que votre offre puisse être valablement soumise au tribunal, elle ne doit pas être assortie de conditions suspensives. Et le tribunal doit y trouver les points suivants. Premier point, la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre. Donc ça, c'est ce qu'on a évoqué précédemment. Précisément, vous n'êtes pas sur une reprise des titres de l'entreprise. Vous reprenez ce que vous souhaitez reprendre, tout ce que vous souhaitez reprendre, mais rien que ce que vous souhaitez reprendre. Et donc, vous devez le désigner précisément. Les prévisions d'activité et de financement, ça a été évoqué par Christophe précédemment, c'est ce qui va le plus permettre au tribunal de juger du sérieux et de la qualité de votre offre. Si vous avez une entreprise qui n'a jamais dégagé un résultat particulier et que vous, effectivement, prévoyez un prévisionnel totalement mirobolant, je pense qu'on va surtout se dire que vous êtes intéressé par la reprise de quelques actifs, mais pas par une pérennisation de l'activité.
Point suivant à préciser, le prix offert, les modalités de règlement, la qualité des apporteurs de capitaux, les garants et si recours à l'emprunt, vous devez préciser les conditions. Sur le recours à l'emprunt, là encore, pas de conditions suspensives. Donc, quand le tribunal va statuer, vous devez pouvoir bénéficier de votre offre ferme de financement et pas avoir un dossier qui est encore à l'étude. La date de réalisation de la cession, donc à quelle date vous allez reprendre et en gros combien de temps faut-il que l'administrateur puisse réussir à faire tourner l'entreprise pendant la période d'observation, en général au plus vite au mieux. Sur le niveau et les perspectives d'emploi justifiées par l'activité considérée, ça a été exposé. Les garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre, là aussi, c'est l'intégration. Par exemple, vous pouvez reprendre soit en constituant une nouvelle société, soit directement intégrer l'activité dans votre société existante. Ça, c'est une question de stratégie. Et puis, tout dépend de savoir si l'activité elle est différente de celle que vous exercez actuellement ou autre. Il est certain que si vous reprenez en intégrant directement le fonds de commerce dans votre société existante, l'offre est encore plus sérieuse que si vous créez ex nihilo une nouvelle structure pour cette reprise. Les prévisions de cession d'actifs au cours des 2 années suivant la cession. Normalement, on ne doit pas céder les actifs. L'idée, là encore, c'est d'éviter d'avoir des sociétés qui soient dépouillées de leurs actifs, machines, brevets ou actifs très particuliers, comme on a pu le voir sur certains démantèlements par le passé, notamment dans le domaine du textile. La durée des engagements. Sur la rédaction de l'offre de reprise, donc là je passe très vite puisqu'on l'a déjà évoqué. Donc ce sont les activités, les actifs, les stocks, les contrats clients, les contrats de travail repris. Donc là c'est vraiment de lister tous ces contrats. Sur l'aspect social, je cède la parole à Laurent Miquel. Oui, merci Aurélie. Donc effectivement, deuxième point important selon moi dans la rédaction de l'offre, c'est évidemment l'aspect social. Aurélie vous en a parlé tout à l'heure. Deux précisions importantes. Il n'est pas possible de choisir nominativement les salariés. Pourquoi? Parce que dans le cadre d'une reprise d'entreprise en procédure collective, si l'intégralité des salariés ne sont pas repris, il y aura mise en place par l'administrateur judiciaire d'une procédure de licenciement pour motif économique. Et comme dans le droit commun, le licenciement pour motif économique, les salariés qui seront licenciés seront choisis par des critères d'ordre de licenciement définis par le dirigeant après consultation des instances représentatives du personnel et sur base de catégories professionnelles. Je ne vois que trop souvent des offres de reprise qui me sont communiquées avec des noms et prénoms de personnes, avec un tableau les repris et les non repris. Ça, c'est à proscrire, hein, c'est interdit, c'est illégal, on ne peut pas le dire autrement. Il est donc très important de faire l'audit social qui était préconisé par Aurélie tout à l'heure, et de bien comprendre que les licenciements se feront par catégorie professionnelle. Chose importante concernant ces licenciements, ça vous a été rappelé par Christophe, ils seront mis en œuvre par l'administrateur judiciaire et pris en charge par la procédure collective via l'assurance garantie salaire, l'AGS. Cas particulier des salariés protégés, et ça c'est important en votre qualité de repreneur, il y a une jurisprudence qui est applicable depuis maintenant assez longtemps qui veut tout simplement dire que si vous savez qu'un licenciement d'un salarié protégé doit être autorisé préalablement par l'inspecteur du travail. Si l'inspecteur du travail refuse le licenciement de ce salarié protégé, alors la jurisprudence vient tout simplement dire que le salarié protégé sera transféré au repreneur en sus des effectifs repris. Si vous reprenez 12 salariés sur 15 et que j'ai 3 protégés, les 3 protégés, leur licenciement est refusé, eh bien le repreneur devra prendre 12 plus 3. Il aura donc 15 salariés à reprendre au lieu de 12. Donc c'est impérativement à savoir, et de toute façon l'administrateur judiciaire, son rôle est également d'informer les candidats repreneurs sur justement tous ces risques liés à la reprise en procédure collective, qui est une reprise à forfait, et j'insiste, et sans aucune garantie. C'est-à-dire que quand je reçois les offres, mon premier travail, évidemment, je les mets en concurrence si j'en ai plusieurs, mais le premier travail, c'est tout simplement de les analyser et de faire part de mes observations et de pointer les risques aux éventuels proposants. Donc effectivement, on en vient, et merci Christophe, à comment le tribunal prend-il sa décision. Quel est le modus operandi qui va permettre à ce que le proposant réfléchisse à déposer une offre jusqu'à ce que le tribunal statue. Alors effectivement, je vous l'ai dit, le premier point, c'est la décision de lancer un appel d'offres avec une date limite de dépôt des offres fixée par l'administrateur judiciaire.
Là, on était dans le process numéro 2, c'est-à-dire la préparation de cette offre qui sera communiquée à l'administrateur judiciaire. La première chose que va faire l'administrateur judiciaire, c'est évidemment les réceptionner, et la loi vient dire qu'il doit les déposer au greffe du tribunal compétent. Ce qui veut tout simplement dire que s'il y a plusieurs offres de reprise, l'administrateur ne pourra pas les communiquer au proposant. Par contre, il les dépose au greffe, où tout intéressé pourra en prendre connaissance, comme le dit le texte. Donc, les offres sont consultables et on est bien dans le cadre d'un appel d'offres public de recherche de repreneurs. La deuxième étape, c'est ce que je vous indiquais, il y a analyse des offres. Nous envoyons à chaque proposant les observations et chaque proposant aura également un tableau comparatif anonyme. Tableau comparatif anonyme qui viendra surtout mettre en comparaison les 3 grands principaux critères fixés par la loi pour aiguiller le choix du tribunal. Donc ces 3 critères, je les rappelle encore une fois, le prix, le nombre de salariés repris et la qualité du repreneur. Effectivement, il y a des axes d'amélioration, donc finalement les proposants pourront se positionner et pourront, s'ils le souhaitent, améliorer leur offre. Point important, et qui a été rappelé tout à l'heure par Aurélie, attention, le dépôt d'une offre de reprise chez un administrateur dans le cadre d'une procédure n'est pas anodin, puisque l'article 642-2 du Code de commerce vient préciser expressément que le dépôt d'une offre de reprise lie le proposant à son offre jusqu'à l'audience d'examen des offres par le tribunal. C'est-à-dire que le dépôt d'une offre engage le repreneur. Point également extrêmement important, le dépôt d'une offre, ensuite, vous pouvez l'améliorer, mais vous ne pouvez surtout pas la minimiser. C'est-à-dire que il y aura toujours, je vois toujours 2 techniques finalement ou 2 stratégies plutôt chez les proposants, soit une offre à minima en premier tour, voir si il y a de la concurrence, eh bien il y aura une amélioration des offres, ou alors des proposants qui déposent des offres très intéressantes pour la procédure collective dès le premier tour pour essayer de tuer la concurrence. Mais j'insiste sur ces 2 choses-là. Quand vous déposez une offre, vous y êtes lié jusqu'à l'audience d'examen des offres. Et quand vous déposez une offre, vous pourrez évidemment l'améliorer, mais vous ne pourrez pas la minimiser. Alors, le tribunal, effectivement, ensuite examinera les offres et il aura 3 possibilités, comme il est indiqué dans le slide. Lors de l'audience d'examen des offres, et on reviendra après sur comment se passe cette audience d'examen des offres, effectivement, il aura 3 choix. Soit il adopte une offre, soit il dit qu'aucune offre ne lui va, et dans ce cas-là, il rejette l'intégralité des offres, soit, comme on l'a vu très récemment dans un dossier qui a un petit peu défrayé la chronique judiciaire, c'est le dossier Orchestra, il demande aux offreurs de compléter leurs offres de reprise parce qu'il les juge insuffisantes et il renvoie à une audience ultérieure. Donc effectivement, le procès, c'est dès qu'il y a une décision du tribunal, le repreneur, c'est la règle, même si elle n'est pas fixée par la loi, mais c'est une habitude des tribunaux de commerce, il est demandé à ce que le proposant rentre en jouissance le lendemain de la décision du tribunal. Exemple, vous avez un examen des offres par le tribunal le 24 juin avec un délibéré fixé au 30 juin. L'entrée en jouissance du repreneur sera alors le 1er juillet. Vous comprenez en fait que vous passez au tribunal le 24 juin, une semaine après, le proposant, si son offre est retenue, est en jouissance. Il n'est pas encore propriétaire, puisque légalement l'acte de cession n'est pas signé, et comme il est indiqué, il sera signé dans les mois qui suivent. Par contre, il en a la jouissance. Ce qui veut dire que dès le 1er juillet, il est redevable de l'ensemble des charges, du paiement des salaires, il assure l'exploitation. Alors, Christophe, peux-tu passer au slide suivant, s'il te plaît? Donc, effectivement, alors pour rentrer avec un peu plus de détails, la réception des offres. Effectivement, le candidat repreneur doit déposer chez moi, enfin, l'étude de l'administrateur judiciaire, dans le délai fixé, donc dans la date limite de dépôt des offres, un nombre d'exemplaires de son offre. Alors, il y a heureusement maintenant l'envoi par email, évidemment, mais il y a toujours une demande de dépôt physique d'offres. Pourquoi? Tout simplement parce que l'administrateur judiciaire doit communiquer copie de ces offres, notamment au greffe du tribunal, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, pour que les éventuels tiers intéressés puissent en prendre connaissance. Donc il y a un dépôt email, un dépôt physique. Ce qui est important, c'est de bien respecter cette date limite de dépôt des offres. Sinon, l'offre encourt l'irrecevabilité. Seul le tribunal pourra décider finalement que cette offre est recevable. L'administrateur sera obligé, dans le cadre de son process d'analyse et de mise en concurrence des offres, d'indiquer au tribunal que l'offre a été reçue hors délai et que donc elle encourt l'irrecevabilité. Effectivement, il peut y avoir un acompte qui est demandé par les administrateurs pour garantir le sérieux. Très clairement, moi, je ne le pratique pas.
tout simplement parce que ce n'est pas prévu par la loi. Effectivement, la loi ne prévoit pas d'acompte. Par contre, la loi prévoit plusieurs choses, et Aurélie vous l'a rappelé juste avant. Un prix en procédure collective doit être financé. Ce que je veux dire par financer, c'est tout simplement que eh bien, le prix de cession doit être garanti. On ne vient pas à l'audience d'examen des offres si on n'a pas finalement soit un chèque de banque, soit réaliser un virement sur le compte de l'administrateur ou du mandataire judiciaire pour garantir le prix de cession, par exemple. Donc, il n'y a pas d'acompte, mais il y a également des gages à donner au tribunal sur le sérieux de cette offre. Alors, effectivement, l'administrateur, une fois qu'il a reçu les offres, rédige son rapport qu'on appelle bilan économique et social et qui sera transmis à l'ensemble des parties, le commissaire, ministère public, mandataire, etc., représentant les salariés et même membres du comité social et économique, et ça c'est important, puisque ceux-là donneront également leur avis lors de l'audience d'examen des offres. Et effectivement, il y est établi un tableau comparatif de toutes les offres, comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée étant de donner l'information la plus fiable et la plus exhaustive possible au tribunal pour permettre de prendre son choix, de faire son choix. Alors je vois qu'il y a une question sur... ouais. Je vois, l'offre de reprise nous lie jusqu'à l'audience. Mais quels sont les risques si l'offre est retirée? Eh bien, quand vous avez déposé votre offre, et pour autant qu'elle ne soit grevée d'aucune condition suspensive qui lui en permette son retrait, effectivement, le tribunal peut arrêter votre offre. C'est un engagement. En pratique, il faudra vous expliquer devant le tribunal pourquoi vous souhaitez retirer votre offre. Mais la règle étant que quand vous déposez votre offre, effectivement, vous y êtes tenu. C'est ça qui est important à retenir, et c'est pour ça que ça ne doit pas être fait à la légère. Bon. Alors, non, on peut passer au slide suivant, hein, sur la qualité du candidat repreneur. Alors effectivement, il y a une règle dans le code de commerce, c'est l'article L642-3, elle est liée notamment à la morale des affaires, ce qui veut dire que ni le débiteur, c'est-à-dire si c'est une personne physique, un entrepreneur individuel, ni les dirigeants de droit ou de fait. Donc là, on est bien dans les mandataires sociaux de la société en difficulté, de la personne morale en liquidation ou en redressement judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au 2e degré inclusivement, ni également, je crois, les contrôleurs, voilà, oui, les contrôleurs, ne sont admis directement ou par personne interposée à présenter une offre. Ça veut tout simplement dire que quand la société ou l'entrepreneur individuel est en difficulté, le dirigeant de cette société ou l'entrepreneur individuel, les membres de sa famille ne peuvent pas venir déposer une offre. Tout ceci est sous la haute surveillance du ministère public, puisque seul le ministère public, c'est le 2e alinéa de cet article, peut saisir le tribunal au fin que le dirigeant de la société en difficulté dépose lui-même une offre de reprise. Alors pourquoi c'est sous le contrôle du ministère public? Eh bien tout simplement parce que ça revient à dire que l'entrepreneur dont la société a été placée en difficulté et qui était quand même aux manettes de la société, eh bien finalement reprend l'activité. Et on rappelle la base de la reprise en procédure collective, c'est qu'on reprend l'actif, mais on ne reprend pas le passif. Donc ça permet d'une certaine manière à l'entrepreneur de d'effacer les dettes et de repartir uniquement avec l'actif. Alors tout ceci dans une période jusqu'au 31 décembre 2020 a connu, on va dire, une modification majeure. Et là, je vais laisser Aurélie Salmon vous en parler un petit peu plus. Oui, effectivement, merci Laurent. On a eu une ordonnance, alors l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020, qui est venue en fait minorer l'application de cet article L642-3 jusqu'au 31 décembre, puisque l'idée était dans le but, alors c'est écrit dans le texte comme tel, hein, dans le but de préserver les emplois en cas de liquidation judiciaire, de permettre en fait à ces personnes qui sont interdites normalement, donc les dirigeants, les membres de leur famille proche, administrateurs, contrôleurs, etc., pour assurer le maintien de l'emploi, de déposer une requête pour demander l'autorisation de cette cession. Dans ces cas-là, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public. Le tribunal va statuer par un jugement spécialement motivé après avoir demandé l'avis des contrôleurs. L'idée, c'est évidemment que le plan de cession ne permette pas pour le débiteur simplement d'effacer ses dettes et de réduire ses effectifs en présentant lui-même une offre de reprise. Donc ça, c'est pour les procédures collectives ouvertes à compter du 12 mars 2020 jusqu'à la date du 31 décembre 2020 inclus. Merci Aurélie. Alors sur le slide suivant, Christophe, s'il te plaît. Voilà. Alors j'ai déjà rappelé les principaux éléments.
Une précision importante, effectivement, dépôt des offres, un tour s'il y a mise en concurrence, effectivement, un deuxième tour qui peut être lancé par l'administrateur judiciaire pour susciter des améliorations. Il n'empêche que la loi reste la loi et que donc tous les repreneurs qui ont déposé une offre peuvent améliorer leurs offres jusqu'à 2 jours ouvrés avant l'audience d'examen des offres par le tribunal. Exemple, pour une audience qui se tiendra le mercredi, les repreneurs peuvent améliorer leurs offres jusqu'au vendredi soir, 23h05, enfin minuit. Et ça, c'est tout à fait légal, ce qui est généralement le cas. Et effectivement, quand nous avons des audiences d'examen des offres assez importantes le mercredi, il n'est pas rare que le vendredi soir, les mails pleuvent entre 23h et minuit, tout simplement parce que les proposants souhaitent avoir l'offre la meilleure, tout simplement, et la plus intéressante pour la procédure collective. Toutes les améliorations reçues après minuit sont de la même manière, leur recevabilité sera soumise à l'appréciation du tribunal. C'est le tribunal qui décidera de les prendre en compte ou non. L'administrateur judiciaire pointera simplement le fait qu'elles ont été reçues hors délai. Donc, on peut peut-être passer au slide suivant, s'il te plaît, Christophe, puisqu'on a rappelé déjà, voilà. Alors, la qualité de l'offreur, c'est le fameux article L642-5, on vous l'a rappelé, mais c'est vrai que c'est bien le message à comprendre de ce webinaire. Le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et les meilleures garanties d'exécution. On revient dans le triptyque que je vous ai déjà donné, à savoir, et dans l'ordre, sérieux, qualité du repreneur. Je reviens sur le focus tout à l'heure, importance dans l'offre de bien préciser projet en termes de stratégie, en termes de synergie éventuelle, en termes, comme vous l'a rappelé Christophe, de financement et de prévision d'exploitation et de trésorerie. L'emploi attaché, faites bien attention à la définition des catégories professionnelles, et évidemment le prix. Le prix, l'emploi est important, le prix le devient également. Il n'était pas rare avant de voir des offres à 1 euro. Elles sont de moins en moins, et je pèse mes mots, appréciées par le tribunal, et j'ai vu nombre d'offres refusées, tout simplement parce que les prix étaient irrecevables pour le tribunal. Il ne faut pas oublier que le prix sert in fine au désintéressement des créanciers, au premier rang duquel l'assurance garantie salaire, qui est super privilégiée le plus souvent et qui avance les salaires impayés généralement à l'ouverture de la procédure collective. Le même AGS prendra en charge le coût des licenciements pour motif économique. Donc c'est vrai que pour avoir un certain équilibre, il faut que le prix soit quand même réaliste. Alors, l'audience d'examen des offres. Comment ça se passe en pratique? Vous allez être en qualité de repreneur convoqué par le greffe du tribunal, à une audience d'examen des offres. L'affaire sera d'abord appelée effectivement en chambre du conseil. Chambre du conseil puisqu'audience à huis clos, avec où seront présents 3 juges, un greffier, un ministère public, un administrateur, un mandataire, un juge, commissaire, le dirigeant de la société en difficulté et le représentant des salariés. L'idée étant dans cette phase préparatoire d'expliquer la situation de la société à date, pourquoi un appel d'offres de cession a été lancé et de présenter succinctement les offres de reprise. Et ensuite, à tour de rôle, le tribunal entendra chacun des candidats repreneurs qui auront le temps nécessaire et le temps qu'ils souhaitent pour présenter leur projet. Et ça, c'est important, c'est qu'il y aura bien une audience orale où le proposant, qui pourrait assister de ses conseils, et le plus souvent assisté de ses conseils, vient présenter l'offre de reprise, le projet, les garanties qu'il propose au tribunal pour l'exécution de son offre et évidemment l'aspect social. Je finis sur cet aspect social puisqu'évidemment, vous avez compris que qui donnera un avis? L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge commissaire, le dirigeant de la société en difficulté donnera également un avis, le procureur de la République et évidemment le représentant des salariés ou le comité social et économique puisque l'administrateur judiciaire les aura consultés préalablement avant l'audience, ils auront donné un avis sur l'offre qu'ils souhaitent voir adoptée, l'offre sur laquelle ils donnent un avis favorable et ils seront également consultés sur les licenciements économiques qui en découlent. Alors après, une fois que cette audience est passée, eh bien le tribunal, à l'issue de l'audience, a 2 solutions. Soit il place sa décision en délibéré. Les délibérés varient en fonction des tribunaux. Vous avez 8 jours à Lille, vous avez généralement 15 jours à Valenciennes, ça peut être 8 à 15 jours à Arras. Ça dépend des tribunaux de commerce ou des tribunaux des tribunaux judiciaires.
soit le tribunal peut également rendre, et on voit également souvent, sa décision sur le siège. Donc sur le siège, je reprends mon exemple de tout à l'heure, si le 24 juin, le tribunal, donc mercredi, le tribunal dit, bah, écoutez, jugement de session au profit d'un tel, ça veut tout simplement dire que dès le lendemain, le 25 juin, le repreneur est en jouissance et assure les charges. Donc je reviens sur la mise en garde de Christophe Noni tout à l'heure. Il est extrêmement impératif que l'offre soit bien financée et prête à être mise en œuvre immédiatement, puisque réellement, le lendemain de l'audience, il n'est pas impossible que le repreneur soit en jouissance. Et donc sur le dernier slide, Christophe, s'il te plaît. Donc effectivement, comme je viens de vous indiquer, c'est en audience publique que le nom du repreneur, puisque c'est un délibéré public. Les échanges ont lieu à huis clos, mais le délibéré est public. Aucun document ne sera transmis si le délibéré est sur le siège, bien évidemment. Il y aura un jugement de session ensuite, mais il faut évidemment le temps que le greffe le rédige. Et ce jugement de session, comme il est indiqué, sera publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Il sera signifié par l'huissier et il y a effectivement une possibilité d'appel. La rédaction des actes des sessions aura lieu dans les mois qui suivent, mais l'entrée en jouissance est généralement au lendemain de la décision du tribunal. Et le jugement de session fixera également le nom du rédacteur des actes de session. Je repasse peut-être la parole à Christophe. Laurent, juste une petite précision. C'est vrai qu'il faut penser qu'on peut être retenu et avoir donc la reprise de l'activité. Et souvent, moi, je rappelle aux clients qu'ils doivent pas oublier l'assurance, les assurances incendie, les assurances d'exploitation, parce que si c'est votre candidature qui est retenue, ben, vous rentrez en jouissance quasiment le lendemain, enfin le soir à minuit, vous êtes en jouissance de l'entreprise, et il faut que les contrats d'assurance puissent activer. Donc ça, je conseille toujours de le prévoir. Je ne sais pas si Laurent, tu veux apporter une précision par rapport à ça. Non, mais tu as tout à fait raison, Christophe. Effectivement, dans le cadre de l'analyse par l'administrateur judiciaire des offres reçues, il y a tout un tableau d'analyse. Et effectivement, il y a un point sur les assurances où il y a deux solutions. Soit vous reprenez les contrats d'assurance. Aurélie vous a rappelé tout à l'heure que les contrats étaient cessibles, les contrats d'assurance en font partie, il peut donc être transféré au repreneur. Soit vous avez vos propres assurances et vous souhaitez mettre en place une autre assurance, auquel cas il faudra venir à l'audience d'examen des offres avec une attestation d'assurance. Effectivement, ce qui est tout simplement pour s'assurer que l'offre peut être, et je reviens toujours sur la même chose, immédiatement mise en œuvre, qu'elle est financée et qu'elle peut effectivement assurer l'activité dès son entrée en vigueur. Voilà. Et donc, ça demande aussi un peu de disponibilité parce que, je dirais, il faut aller dans l'entreprise, il faut prendre les choses en main. Les premiers jours sont très importants. Donc voilà, il faut avoir en tête que le tribunal va vous indiquer si votre offre est retenue, si c'est vous qui avez été retenu. Il faut tout de suite prendre le relais et piloter l'entreprise. Voilà la présentation. Je pense qu'on vous a adressé un certain nombre de recommandations, de conseils. On vous a expliqué vraiment la procédure pas à pas. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'intéresser aux entreprises en difficulté. Il peut y avoir de très bons leviers de croissance externe. Mais vous avez compris, il faut rester prudent et il faut surtout bien vous faire accompagner. La procédure est très courte, donc il ne faut rien louper. Et le tribunal, j'en remarque aussi, apprécie de voir le repreneur, l'offreur, bien accompagné. Souvent, le fait d'être présent même aussi en chambre du conseil, ça donne tout de suite une image de sérieux auprès du repreneur. Un point également qu'on n'a pas beaucoup abordé, mais je vous le dis, vous avez compris que les salariés, notamment les représentants des salariés, avaient leur mot à dire. Il est important de faire un petit peu de lobbying avec les représentants des salariés, puisque ils vont donner leur avis sur le projet de reprise. Donc, ce qui est quand même intéressant, c'est de pouvoir aller sur place dans l'entreprise, déjà visiter, se rendre compte, rencontrer les représentants des salariés, bien expliquer le plan. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendus, il ne faut pas qu'ils pensent qu'il y a des loups qui vont être, que ça va très mal se passer. Au contraire, il faut les rassurer. Et ça, c'est très important parce que le tribunal va écouter l'avis des représentants des salariés. Et si le repreneur a vraiment
donner une bonne image auprès des représentants des salariés, ils soutiendront son projet et ça peut être un point marquant pour faciliter la reprise. Alors, un point pour compléter ce que dit Christophe, effectivement, dans le cadre de l'information consultation des instances représentatives du personnel, l'administrateur judiciaire peut tout à fait, moi je pratique comme cela, demander aux proposants de venir présenter son offre devant le CSE et répondre aux questions des membres du personnel. Ça, c'est effectivement, ça permet aux représentants des salariés qui sera présent à l'audience de donner un avis éclairé au tribunal. Et le process est comme ça le plus clair et le plus limpide possible. Alors, je vois que nous avons une question il y a une question, donc effectivement, entrer en jouissance le plus souvent le lendemain de la décision du tribunal, mais le transfert effectif de la propriété, ça sera l'acte, la signature de l'acte. Alors, et pour répondre à la deuxième question, la deuxième question, c'est assez simple. S'il n'y a pas d'offre à la date limite de dépôt des offres, tout va dépendre finalement de la trésorerie de la société. Si mes perspectives de trésorerie me démontrent que je peux encore tenir, eh bien, je relance un appel d'offres. S'il n'y a finalement pas d'offre et que la trésorerie va venir à manquer et que nous rendons compte que l'activité est déficitaire, eh bien malheureusement, faute de solutions de continuation à cause d'une activité déficitaire et faute de solutions de cession, les textes prévoient tout simplement que le redressement est donc manifestement impossible et que donc, eh bien, il y a nécessairement une demande par l'administrateur judiciaire de conversion de la procédure en liquidation judiciaire. La responsabilité du repreneur joue dès le début de la jouissance. Tu es d'accord, Laurent? C'est-à-dire que bien sûr, oui, il est en jouissance dès le lendemain. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire par responsabilité. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il est redevable de l'exploitation, c'est-à-dire des profits comme des charges. Ouais. D'accord. Bah, c'était principalement. Qu'est-ce qui se passe en pratique? Il est en jouissance. Je reprends mon exemple depuis le 1er juillet. Nous allons effectivement, il y a reprise des stocks, il y a reprise des encours, mais l'idée de ces reprises d'entreprise, c'est que l'activité vive. Il n'y a pas d'arrêt. Donc, le 1er juillet, en même temps que l'entrée en jouissance du repreneur, il y a un inventaire contradictoire des stocks et des encours, le plus souvent réalisé par le commissaire-priseur désigné dans le cadre de la procédure, pour tout simplement figer les choses. Et si, par exemple, nous sommes dans une entreprise de production et qu'il y a de l'encours de production, eh bien, l'administrateur judiciaire aura demandé au repreneur, dans le cadre de l'analyse de l'offre, de fixer les modalités de calcul de l'encours. L'idée étant, il n'y a pas de problème pour l'exécution de l'offre après que nous soyons passés au tribunal. Le 1er juillet, 40% est réalisé par le cédant, 60% par le cessionnaire. Nous aurons prévu que les 40% sont valorisés comme cela, qu'ils seront peut-être encaissés par le repreneur puisque le marché n'est pas terminé, mais que le repreneur les reversera à la procédure collective. Donc tout ça, c'est un exemple, ce que je vous donne, mais c'est l'ensemble des points que nous regardons dans le cadre de l'analyse des offres pour que, encore une fois, quand nous passons devant le tribunal, l'ensemble des points sont réglés et que le tribunal peut arrêter l'offre qui est selon lui la meilleure et que celle-ci puisse être immédiatement mise en œuvre. Dans certains tribunaux également, notamment à Lille Métropole, préalablement à l'audience d'examen des offres devant le tribunal, il y a une comparution, et non pas une audience, une comparution préalable devant le juge commissaire, qui est le juge désigné par le tribunal pour suivre le dossier. Et ce juge va regarder les motivations du repreneur, vérifier avec l'administrateur ou regarder avec l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire les points qui restent en suspens afin que ceci soit réglé pour l'audience d'examen des offres. Merci. Laurent. Donc tout cela, alors, en termes de rétro-planning, peut-être parce qu'on n'a pas trop parlé de planning, en termes de rétro-planning, vous avez une audience d'examen des offres, je reprends mon exemple qui est fixé au 24 juin, c'est-à-dire là par exemple mercredi. Généralement, la date limite de dépôt des offres, elle est 3 semaines à 3 semaines et demie avant. Donc par exemple, dans l'exemple, ici, elle aurait été fixée au 31 mai. Donc vous voyez un délai pour dépôt des offres, ça dure la moyenne, c'est 3 semaines à mois. Vous voyez par exemple ici donc, que le 10 mai, je peux lancer un appel d'offres de cession et que la cession peut être effective, arrêtée par un tribunal le 24 juin. On parle donc d'un délai de 6 semaines. Quand vous voyez les délais relatifs aux cessions in bonis de société,
il est certain que c'est extrêmement rapide. Évidemment que là, vous l'avez bien compris, on est dans une session judiciaire à garantie, sans aucune garantie à forfait. Il n'y a évidemment aucune procédure d'opposition sur le prix de cession qui peut être envisagée par des créanciers. Les créanciers sont logés à la discipline collective, c'est-à-dire qu'ils ont dû déclarer leurs créances chez le mandataire judiciaire. Alors, je profite pour également aborder un point, et je vais poser la question à Aurélie. Si le repreneur souhaite constituer une nouvelle structure juridique pour la reprise, du coup, est-ce qu'il doit le faire avant de déposer son offre ou est-ce qu'il peut mettre une formulation d'une société à constituer? Aurélie, tu peux nous donner quelques précisions? Oui, alors effectivement, on a la possibilité de se substituer une entreprise qui n'existe pas encore, puisque là, on n'est pas dans un mécanisme de conditions suspensives qui rendrait l'offre irrecevable à l'égard du tribunal. On prévoit en fait dans l'offre de reprise que l'offreur est la société XY ou toute entreprise qu'elle se substituerait, mais on doit prévoir notamment que la société à l'origine de l'offre en détiendra directement ou indirectement le contrôle, prévoir quelle sera la répartition du capital. L'idée, c'est vraiment de ne pas avoir un fauné qui fasse une offre et d'avoir également la garantie de solvabilité et de sérieux de l'offreur, sans pour autant, effectivement, obliger à ce que la reprise se fasse nécessairement dans une structure qui existe, parce que ça peut être une certaine sécurité de reprendre ça dans un véhicule distinct pour éviter de mettre en difficulté vos propres activités. Donc, c'est effectivement possible et ça se pratique assez régulièrement, sauf si ça n'a pas d'intérêt, c'est-à-dire sauf si on reprend des éléments de fonds de commerce qui sont également tout à fait nécessaires à l'exploitation de l'activité qu'on a par ailleurs. Si c'est une machine particulière, un contrat particulier, une convention de licence, et qu'on va l'utiliser dans l'entreprise dont on est d'ores et déjà propriétaire, on n'a pas nécessairement intérêt à constituer une seconde entité. Moi, j'avais juste un petit point de complément également, parce qu'on parle de l'attribution par l'effet du jugement. En la matière, en fait, la rédaction du contrat de cession de fonds de commerce à proprement parler, elle intervient effectivement des mois après, mais on ne peut pas s'en défaire. C'est-à-dire que vous êtes désigné attributaire, vous entrez en jouissance au lendemain du jugement. De facto, si vous ne vous présentez pas à la signature de l'acte, vous pouvez y être convoqué de manière forcée et la cession peut être constatée de manière forcée. Donc voilà, donc c'est vrai que cette partie rédaction de l'acte de cession, elle est en revanche importante pour bien repréciser, parce que le jugement de cession va présenter, en autant d'offreurs qu'il y a, la description des offres présentées par chacun, la position de chacun des intervenants à la procédure, donc le juge commissaire, le tribunal, le ministère public, le représentant des salariés, l'entreprise, l'administrateur, etc. Et en synthèse, on a la motivation de la décision du tribunal et la décision qui ordonne le transfert du fonds à telle ou telle entité qui avait formulé une offre. Mais on n'a pas la reprise de l'intégralité des éléments de votre offre. Et c'est pour ça aussi que sur la rédaction des actes de cession, il faut quand même être attentif pour bien repréciser exactement ce qu'on avait listé dans son offre, ce qu'on reprend, ce qu'on ne reprend pas, parce que c'est ça aussi qui vous servira à l'égard des tiers qui ne sont pas partis à cette procédure nécessairement. Alors, j'ai une question également à poser à Laurent, parce que c'est un cas de figure que l'on rencontre de temps en temps. C'est la filiale qui est en plan de cession, mais on peut avoir une holding au-dessus avec quelques cadres. Dans ce cas-là, comment on fait la reprise, puisque on souhaiterait conditionner la reprise de l'exploitation, mais également quelques cadres qui peuvent être dans une holding au-dessus, mais qui n'entrent pas dans le périmètre de cession. Laurent, tu peux nous apporter un éclairage par rapport à ça? Oui, bien sûr. Alors, un premier point, juste un complément sur la faculté de substitution. Effectivement, elle devra être connue puisque elle devra être précisée expressément dans le jugement. Il faudra notamment savoir qui détient la société substituée et les dispositions de l'article 642-3 devront s'appliquer nécessairement aux personnes qui vont détenir cette société substituée. Alors, sur ta question, Christophe, tout va dépendre finalement si la holding est elle-même en procédure collective. Si elle n'est pas en procédure collective, la donne est assez simple. L'administrateur judiciaire n'intervient pas dans le périmètre de cette holding. Le proposant devra alors se rapprocher du dirigeant de la holding pour solliciter ou pour lui proposer des offres de reclassement de personnel. Si la société est en procédure collective,
alors, dans le cadre de son offre de reprise, le proposant est assez libre, finalement, et pourra tout à fait conditionner son offre au reclassement de plusieurs salariés de la holding en procédure collective chez lui, dans le cadre de la société à substituer pour les besoins de la reprise. Donc, encore une fois, tout cela est assez libre, et ce sont les conseils habituels de l'entreprise dans la rédaction de l'offre qui pointeront cette demande du proposant et charge à l'administrateur judiciaire d'essayer effectivement de rendre la cession possible. Encore une fois, les deux procédures sont indépendantes. Prenez l'exemple qui peut arriver que l'administrateur judiciaire est désigné dans la filiale, mais pas dans la holding. Alors, il répercutera la demande au dirigeant de la holding afin de voir si cette offre de reprise est envisageable. Mais il n'y a pas de mécanisme en droit français qui permette d'autorité le transfert de deux des salariés de ces deux sociétés. Il faudra bien soit passer par le dirigeant si elle est in bonis, soit si elle est déjà en procédure collective et que c'est une pure holding, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'activité si ce n'est de la détention de titres et pourquoi pas des prestations administratives, il y a du reclassement selon moi. D'accord. Et alors, au niveau du dirigeant, est-ce qu'il est possible de lui proposer un contrat de travail? Alors, le dirigeant, c'est simple, on revient, sauf jusqu'au 31 décembre, comme vous l'a dit Aurélie, dans les dispositions de L642-3, il ne peut pas être partie à l'offre, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas détenir, sauf autorisation du procureur de la République et sauf jusqu'au 31 décembre, le capital social de la société qui reprendra. Par contre, il peut tout à fait lui être proposé un contrat qu'on va appeler un contrat de prestation de service ou le contrat d'accompagnement, voire un contrat de travail, ce qu'on voit de temps en temps dans le cadre des offres de reprise. Effectivement, ça peut être aussi pris en compte par le tribunal dans le cadre du choix de son offre. Si vous avez un dirigeant dont le seul revenu était sa société et que la procédure collective qui touche sa société n'est pas liée à son activité propre, mais pourquoi pas au marché, effectivement, ça peut être un avantage pour une offre que de proposer quelque chose aux dirigeants, bien sûr. En fait, c'est tout l'avantage. Enfin, ce sont des procédures qui sont extrêmement intéressantes parce qu'il y a à la fois un côté coercitif, en ce sens que quelles que soient les stipulations d'un contrat, il se poursuivra si le tribunal décide de vous désigner attributaire et de vous accorder la reprise du fonds et que vous avez listé ce contrat. Donc voilà, si vous avez vraiment besoin d'une convention ou d'un actif, vous êtes certain de pouvoir en disposer. Mais c'est à la fois très souple, si ce n'est que très très court en termes de timing, parce que vous avez tout à fait la possibilité de discuter avec les co-contractants ou avec les parties dans l'entreprise, c'est-à-dire discuter avec l'ancien chef d'entreprise ou le dirigeant du débiteur, échanger éventuellement avec des co-contractants. Il y a à la fois un côté impérieux et judiciaire et à la fois un côté qui a trait à la négociation contractuelle totalement libre, mais très rapide. Ce sont vraiment des vraies sources d'opportunités. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas, à mon sens, confondre vitesse et précipitation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas formuler une offre pour être le premier à formuler son offre et être sûr d'être attributaire. Il faut effectivement pouvoir l'analyser de manière complète et approfondie pour bien serrer ce qu'on reprend ou ce qu'on ne reprend pas au regard de la stratégie de son entreprise et prendre le temps de pouvoir échanger avec les partenaires pour voir les points de difficulté, pour comprendre, c'est ce que vous explicitez notamment Christophe Noni tout à l'heure, comprendre l'origine des difficultés et éviter que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets. Mais ce sont de réelles sources d'opportunités. Et bien évidemment, vu la conjoncture actuelle, on peut penser qu'il y aura un certain nombre de défaillances dans les mois à venir et potentiellement des faits de reprise d'activité et de maintien de l'emploi qui seront peut-être intéressants pour des entreprises qui, elles, sont moins en difficulté. Alors, on a dit une question sur le repreneur. Est-il tenu de reprendre la charge des prêts ayant permis le financement d'un bien repris dans l'offre et pour lequel une sûreté a été inscrite sur le dit bien? Tout dépend de la sûreté, mais je dirais oui dans la plupart des cas, puisque précisément, si le financement du bien est grevé d'une sûreté, soit il faut pouvoir lever la sûreté, soit la sûreté est telle qu'elle empêche le transfert de propriété effectif. Et si vous voulez pouvoir récupérer la propriété du bien, il faut nécessairement reprendre la charge des prêts ou renégocier la charge de ces prêts pour pouvoir avoir le transfert du bien, puisque pour le coup, il n'était jamais entré réellement dans le patrimoine du débiteur, puisque clause de réserve de propriété.
D'ailleurs, à ce titre, moi, j'avais eu écho d'un cas justement c'était un petit fonds de commerce où un repreneur s'était positionné sur l'offre de reprise de rachat du fonds de commerce et n'avait pas vu qu'il y avait une sûreté avec un prêt en cours dessus. Il pensait finalement faire une très bonne opération avec le prix qu'il proposait, sauf que il a récupéré du coup le prêt qui était attaché. Alors il restait quand même encore pas mal de dettes à rembourser sur ce prêt. Mais finalement, il n'a pas fait une si bonne opération que ça, puisque le prix qu'il a proposé plus le prêt qu'il a dû poursuivre a représenté finalement un prix de revient assez élevé, quoi. Alors, effectivement, hein, Christophe, je pense qu'il y a 2 points à voir dans ce qui vient d'être dit. Il y a effectivement la clause de réserve de propriété, comme l'a rappelé Aurélie. La clause de réserve de propriété, c'est assez simple. L'actif ne veut pas être cédé parce que l'actif n'appartient pas à l'entreprise. La propriété est réservée. Et ça, l'administrateur judiciaire en informe les proposants. Il y a un deuxième cas de figure qui est finalement ce qu'on voit un peu le plus souvent, c'est le nantissement par exemple, c'est la sûreté réelle. C'est-à-dire, j'achète un bien, une banque finance, et pour se garantir, la banque prend un nantissement sur le fonds de commerce. Ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Ça peut être une hypothèque sur un bien immobilier, ça peut être un nantissement sur un outillage. Et il y a un texte qui est le L642-12, dans son 4e alinéa, qui vient tout simplement dire que dans le cadre d'un plan de cession, si un bien est repris dans le cadre d'un plan de cession et que ce bien a été financé, et ce financement est garanti par une sûreté sur le bien objet du financement. Et c'est que dans ce cadre-là, et bien dans ce cas-là, le proposant sera tenu de continuer le remboursement des prêts, c'est-à-dire les sommes restant à échoir au jour du transfert de propriété. Je prends un exemple, 2 exemples très concrets pour vous expliquer. Si j'ai acheté un fonds de commerce, la banque a financé, a pris un nantissement sur le fonds. Je cède le fonds de commerce. Là, je cède le bien objet du financement. Il y a donc transfert automatique de la charge de la sûreté, et c'est ce qu'on appelle le droit de suite. C'est le 4e alinéa du 642-12. Deuxième cas de figure. J'ai une société qui a un petit déficit en trésorerie et qui fait un crédit dont l'objet est besoin de financer le besoin en fonds de roulement, ce qu'on voit le plus souvent. La banque, pour se garantir, prend un nantissement sur le fonds de commerce. Là, très clairement, le nantissement, objet, n'a pas eu pour effet de garantir un financement qui a lui-même pour objet le financement du bien. On n'a pas financé le fonds de commerce, on a financé le besoin en fonds de roulement. Eh bien, dans ce cas précis, la jurisprudence vient dire que le droit de suite n'est pas applicable. Donc, je reviens à ce que vous disiez, Aurélie, tout à l'heure, et c'est aussi le boulot de l'administrateur judiciaire, que de bien analyser 2 choses dans le cadre de la préparation de votre offre. Petit 1, état des inscriptions et des privilèges, qui est délivré par le greffe du tribunal de commerce et qui est normalement joint à tout dossier de présentation ou toute data room établi par un administrateur judiciaire. De là, vous pouvez regarder les sûretés inscrites, soit sur le fond, soit s'il y a des gages, soit s'il y a des nantissements sur outillage. S'il y a des biens immobiliers, vous devez demander un relevé, un état hypothécaire. Et à partir de là, moi, en qualité d'administrateur judiciaire, je pense que mes confrères travaillent de la même manière. Dans le cadre de la data room, il y a un dossier de présentation qui vient expliquer, attention, bien garanti par un fonds de commerce, le financement a servi à financer ce bien, possible application de l'article L642-12, 4e alinéa. Je précise finalement que ce n'est pas l'administrateur judiciaire qui décide s'il y a application de cet article. Cet article, c'est le tribunal, seulement le tribunal qui en décide l'application. Et la dernière précision, c'est que, effectivement, si on pense qu'il y a application, rien n'empêche, et le texte le prévoit, au proposant d'aller négocier avec le créancier, le plus souvent une banque, eh bien, un accord pour minimiser ou appliquer autrement cet article qui est d'ordre public. Alors, il est 10h25, il nous reste encore 5 minutes. Est-ce qu'il y a encore des questions? A priori, il n'y a plus de questions. Ah, moi qui ai perdu mon support. Bon, de toute façon, vous avez les coordonnées des 3 participants. N'hésitez pas, si vous avez un cas personnel, une question personnelle, vous pouvez nous contacter. Nous ferons un plaisir de vous répondre. On vous remercie donc de votre présence. Vous recevrez un petit questionnaire de satisfaction. C'est très rapide à remplir. Merci de
de le remplir et nous le retourner par voie électronique. Merci Laurent d'apporter ton éclairage, ton expertise. C'est toujours intéressant d'avoir la vue du professionnel. Merci Aurélie également pour les aspects réglementaires. J'espère que tout ça va vous donner envie de vous intéresser aux entreprises en difficulté. Vous avez compris qu'il faut être prudent, bien accompagné. Je pense que c'était le mot-clé. Alors, je ne sais pas si Laurent ou Aurélie, vous avez un petit mot de conclusion à apporter. Non, pas spécialement. Je pense effectivement, comme tu me l'as rappelé, qu'il est important d'être bien accompagné. Il ne faut pas hésiter, puisque on a beaucoup d'offres de reprise, donc c'est-à-dire que la matière intéresse. Et de toute façon, il y aura une analyse des offres qui seront réalisées, qui sera réalisée, pardon. Ce qui veut dire que, selon moi, il ne faut pas hésiter à regarder par une veille notamment des périodiques hebdomadaires sur l'ensemble de la matière qui est assez riche dans notre tout à l'heure, on disait dans les sources de suivi pour trouver des cibles, il fallait consulter les annonces. Moi, j'ai quelques clients qui me demandent de mettre en place une veille sur certains de leurs concurrents parce qu'ils ont entendu dire que le concurrent avait quelques difficultés. Et ça peut être également une bonne approche de se tenir au courant un peu de l'état de santé de ses concurrents et de voir si à un moment donné, il faut pas soit de dire voir que le concurrent est finalement passé en procédure collective et d'être là pour proposer une offre. Peut-être aussi d'anticiper aussi des négociations avant qu'il y ait un peu de casse. C'est quand même pas mal d'avoir cette démarche en amont. Et je dirais, bon, ça, on le fait pour nos clients. Voilà, c'était le message de la fin. Il est 10h28, timing parfaitement respecté. Merci Laurent, merci Aurélie. Merci à vous. On vous souhaite une très bonne journée et puis on vous dit à bientôt peut-être pour un autre webinar. Merci, au revoir. Merci, bonne journée.